poursuivons avec la 11e édition du Sommet international de la finance. Et c'est un sommet international, donc on regarde ce qui se passe dans la région, l'Amérique latine et la Caraïbe. Et nous avons l'honneur et le plaisir de discuter avec Martin Rama, qui est économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Martin, merci d'avoir répondu à notre invitation pour le sommet. Merci à vous de m'avoir avec vous. Donc, comment vous êtes pour le moment dans l'Assemblée annuelle de printemps? Je sais que vous avez fait une analyse de la région. Est-ce que ça a évolué par rapport à la dernière assemblée qui a eu, on se rappelle très bien, en octobre dernier? Quelles sont les perspectives? Comment est la situation au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe? Le bilan que nous faisons, c'est que la région, dans son ensemble, a eu le coût le plus important de la pandémie de par le monde. Quand il y a un an, la pandémie a éclaté ouvertement, on s'attendait à ce que les pays les plus pauvres, l'Afrique au sud du Sahara, l'Asie du Sud, soient les régions ayant souffert le plus. Mais on s'aperçoit, maintenant qu'un s'est écoulé, que aussi bien par le nombre de morts que par la chute de l'activité économique, c'est l'Amérique latine et la Caraïbe qui sont le plus frappés. C'est très inégal à l'intérieur de la région. Il y a des pays dont Haïti, où le nombre de morts est très faible, ou du moins le nombre recensé de morts est très faible. À l'opposé, il y a des pays comme le Pérou, les pays des Andes, où la mortalité a été très forte, en fait beaucoup plus forte que les chiffres officiels le suggèrent si on regarde l'excès de mortalité, c'est-à-dire combien de morts de plus en 2020 par rapport à une année normale, peut-être 2-3 fois plus que les chiffres officiels, et parmi les registres les plus hauts au monde en termes de mortalité. Mais aussi, c'est une région qui a été très frappée du point de vue économique, de toute région en développement, si nous comparons à l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique au sud du Sahara, l'Europe de l'Est, la plus forte chute du niveau d'activité a été en Amérique latine et les Caraïbes. Et là, c'est peut-être le contraire, c'est plusieurs pays des Caraïbes qui, eux, n'ont pas eu une mortalité tellement forte, qui ont été les plus frappés parce que le tourisme, qui était leur principale entrée de ressources, s'est effondré. Donc notre bilan au bout d'un an de pandémie et 6 mois après la réunion annuelle du mois d'octobre, c'est que nous sommes dans une région en face d'énormes difficultés pour tenir la route. Aussi, une partie importante de ce bilan, c'est que nous n'en sommes pas sortis du Covid. Les vaccins sont là, c'est un exploit scientifique extraordinaire. Mais il faut que les vaccins puissent être distribués aux populations. Et la plupart des pays en voie de développement, et pour la plupart de l'Amérique latine et les Caraïbes, il y a peu de chances qu'on arrive à vacciner d'une façon qui nous amène à l'immunité de groupe avant la fin de l'année 2021. Donc, on doit se préparer à une deuxième année en vivant avec le Covid. Et les leçons apprises maintenant, et un terme que vous utilisez beaucoup à la Banque mondiale s'appelle la résilience. Comment a-t-on pu ne pas aussi résilient au niveau de la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe par rapport à l'Asie, par rapport à l'Afrique, d'autres pays qui nous ressemblent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Caraïbe a été aussi touchée? Et également l'Amérique latine, je pourrais dire. Oui, il faut dire que nous avons d'énormes secteurs informels. Les confinements ont beaucoup affecté les gens du secteur informel. Dans l'emploi public, dans les secteurs formels, on peut créer des mécanismes plus facilement pour protéger les emplois, pour protéger les revenus pendant la crise. Avec des grands secteurs informels, c'est très difficile. Aussi, la plupart des pays de la région ont des ressources limitées. Pas tous, il y a des pays comme le Chili, le Pérou, la Colombie qui avaient de l'espace fiscal, c'est-à-dire le gouvernement pouvait dépenser pour aider les populations. Des pays comme le Brésil où le gouvernement s'est endetté fortement pour mettre en place des transferts très importants. Dans le cas du Brésil, nous avons même une chute de la pauvreté au milieu de la pandémie, tellement les transferts ont été généreux. Mais le problème, c'est que c'est des dépenses qui, dans certains pays, n'ont pas eu lieu. Et dans les pays où elles ont eu lieu, elles ne sont pas forcément soutenables pendant très longtemps.
Parce qu'en moyenne, l'Amérique latine s'est endettée de 10 points du PIB pour soutenir ces politiques qui ont marché à moitié suivant les pays. On a une croissance de la pauvreté dans beaucoup de pays. Nous avons commencé la lutte contre le Covid comme si c'était une course de 100 mètres et il s'avère de plus en plus que c'est un marathon. Et on ne peut pas courir un marathon comme on court une course de 100 mètres. Donc cela crée beaucoup de difficultés. En Asie de l'Est, par exemple, les pays ont été très efficaces à combattre la pandémie. Ils ont dû fermer les frontières, comme ça ils ne sont pas infectés à nouveau, mais à l'intérieur de frontières, l'activité économique continue normalement. D'une certaine façon, c'est aussi ce qui s'est passé, ce qui s'est produit à Haïti. À Haïti, la pandémie a été un choc relativement mineur par rapport aux autres problèmes du pays. L'activité économique, plus ou moins, a continué comme avant. Les problèmes sont les mêmes qu'avant, mais la pandémie a été un choc mineur. Dans d'autres pays, le fait qu'on a fait parmi les confinements les plus longs de tout le monde, où on a gardé les gens enfermés sans pouvoir sortir, a créé des situations économiques très difficiles à gérer. J'ai bien aimé les caractéristiques que vous avez fait ressortir. Et là, le premier point, l'informalité. Donc, ça représente un mal pour une économie. Il faudra que, au niveau de la zone, qu'on puisse formaliser beaucoup plus l'économie. Ça dépend effectivement du pays. L'Amérique latine et les Caraïbes sont beaucoup plus informels dans l'ensemble qu'on pourrait imaginer pour des pays à ce niveau de développement. L'Amérique latine est une région de classe moyenne du monde, disons. Et nos efforts pour formaliser n'ont pas été très efficaces, puisque en général, ce qu'on a fait, c'est mettre plus de poids sur plus de coûts sur ceux qui formalisent l'activité, ce qui fait qu'il y a moins d'entreprises qui veulent payer ces coûts. Et la base qui paie les impôts est très petite. Et plus on ajoute des services sociaux et autres, plus la charge sur ce groupe est forte. Par contre, ce que la pandémie nous offre, dans certains pays au moins, c'est la perspective d'utiliser la digitalisation pour accroître la formalisation. Dans beaucoup de pays, nous avons appris à fonctionner, au moins pour certains secteurs, à distance, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Nous sommes en train d'avoir une conversation alors que nous sommes à des milliers de kilomètres de distance. Il y a beaucoup d'activités pour lesquelles les plateformes informatiques sont devenues extrêmement importantes, y compris pour l'emploi. Il y a plein de gens qui travaillent dans la livraison avec des petites motos sur des plateformes électroniques. Si on était déterminé, on pourrait utiliser cette pénétration rapide des outils informatiques pour accroître la formalisation, parce qu'une fois qu'on travaille sur une plateforme électronique, il est possible de savoir combien d'heures les gens travaillent, combien ils gagnent, donc avoir des cotisations à la sécurité sociale qui sont proportionnelles. Et il y a certains pays dans la région qui sont très bien positionnés pour ça. Il y a des pays où le secteur technologique, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Uruguay, un peu le Mexique, sont très forts. C'est des pays où il y a ce qu'on appelle des unicornes, des entreprises technologiques qui valent plus d'1 milliard de dollars et qui se sont développées très très vite avec des investisseurs privés dans des secteurs de logistique, dans des secteurs de finance et qui peuvent créer des transformations très importantes, y compris réduire l'informalité. Mais il faudra avoir les politiques économiques en place pour saisir cette opportunité. Deuxième facteur que vous avez souligné, c'est particulièrement l'espace fiscal. Donc, est-ce que les pays, les responsables doivent penser aux moments difficiles? Est-ce que on peut demander à un pays comme Haïti également, où l'espace fiscal est tellement faible, comment doit-on préparer les chocs que nous allons connaître au niveau de la zone lorsqu'il va y avoir d'autres chocs, et quelle prudence, quelle discipline fiscale qu'il faudrait avoir? C'est une très bonne question, Monsieur Pedro. Nous avons des contraintes très fortes. Évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir rééchelonner les dettes, même de restructurer, réduire les dettes, mais c'est très difficile. On fait des efforts, la Banque mondiale y est fortement impliquée, mais obtenir les accords de tous les créanciers pour des solutions de ce genre-là est très difficile. Peut-être un peu moins difficile pour les pays les plus pauvres, comme Haïti, certainement plus difficile pour des pays à revenus moyens,
où les créanciers disent « et pourquoi devrions-nous faire cet effort ?» Et si on n'arrive pas à mettre d'accord tous les créanciers, c'est très difficile d'arriver à un accord global. Cela veut dire que pour la plupart des pays, il faut penser à une trajectoire de consolidation fiscale, c'est-à-dire de retour graduel à l'équilibre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit les dépenses? Est-ce qu'on accroît les impôts? Accroître les impôts à un moment où l'emploi est la priorité, c'est très difficile. Donc, du côté de l'impôt, à nouveau, la formalisation que permettent les outils électroniques, l'informatique, est peut-être une solution parce qu'elle élargit la base sans avoir augmenté le taux de l'impôt. Mais côté dépenses, nous avons vu la fragilité des systèmes de santé dans la région, donc il est difficile de couper dans la santé. Nous avons dans beaucoup de pays des enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant la moitié de l'année. Il y a du rattrapage à faire. Donc la solution la plus importante, c'est augmenter l'efficacité des dépenses publiques, c'est-à-dire faire autant ou plus avec moins de ressources. Et c'est un chemin de long terme, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un chemin sur lequel tous les pays de la région devront faire un effort. Il faut reconnaître qu'il y a une relation entre l'informalité et la fiscalité. Plus on est informel, on ne paie pas les impôts, on ne paie pas les taxes, donc c'est difficile de pouvoir donner des services. Là, on pourrait poser le problème de redevabilité, de reddition de comptes. La troisième variable, vous avez sonné l'attention, et la zone est reconnue mondialement, c'est une persistante inégalité. Et là encore, la fiscalité devrait pouvoir résoudre ces problèmes à travers la redistribution. Comment sortir de ce cercle vicieux? L'inégalité est une des caractéristiques de notre région. C'est pas l'Amérique latine, des parties des Caraïbes sont parmi les pays les plus inégaux de la planète. Et d'une certaine façon, la pandémie amplifie ces inégalités et les amplifie de plusieurs façons. Il y a des gens comme vous, M. Pedre, comme moi, qui pouvons continuer de travailler sur des plateformes électroniques. Il ne se passe rien de grave, même nous devenons plus performants, nous avons plus de flexibilité. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas une option. Beaucoup de gens ont été enfermés chez eux, ont perdu leur emploi. Donc, on a probablement une amplification des inégalités. Aussi pour les générations futures, si vous pensez aux enfants qui ne sont pas allés à l'école, les enfants de milieux riches ont certainement pu compenser d'une façon ou d'une autre, enseignement privé, enseignement par informatique. Pour les enfants pauvres, même l'accès à Internet est une contrainte. Donc nous avons une amplification des inégalités. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des ressources fiscales limitées? Il faut dire le plus grand moteur d'ascension sociale, c'est l'emploi. Personnellement, j'étais le directeur du rapport du développement mondial. J'ai été responsable de l'édition 2013 qui est sur l'emploi. Les plus grandes réductions de pauvreté, les plus grandes réductions d'inégalité sont liées au travail. Quand il y a de l'emploi, quand l'emploi est rémunérateur, même s'il n'est pas formel, les familles vont beaucoup mieux. Donc, une des priorités reste l'activité économique et l'emploi. En période où réduire les inégalités par le transfert, c'est un défi, c'est ce qui nous reste. Et de ce côté-là, quand même, il y a quelques bonnes nouvelles. L'économie mondiale, par certains côtés, est en train de revenir. Les États-Unis sont sur une forte trajectoire de croissance. La Chine a eu un impact très faible du Covid et est en train de croître très bien, et c'est une source de demande importante de ressources naturelles, de produits miniers, d'aliments d'Amérique latine. Même pour un pays comme Haïti, les remises des immigrants, des travailleurs immigrés, ont bien tenu, sont même accrues. Pourquoi? Parce que la plupart des travailleurs immigrés dans notre région travaillent aux États-Unis dans des secteurs qui ont continué l'activité, le bâtiment, par exemple, le jardinage, et ils ont aussi bénéficié de la générosité des transferts qui ont été mis en place aux États-Unis. Donc, nous avons plusieurs moteurs du côté des exportations, avec les États-Unis et la Chine qui sont sur une bonne trajectoire dynamique, sur les transferts aux familles à travers de leurs travailleurs à l'étranger, qui permettent de penser que oui, on a des avenues pour essayer de contrer l'inégalité. Mais à nouveau, il faut les bonnes politiques en place pour saisir ces opportunités. S'il y a de la demande de Chine, il y a de la demande des États-Unis, et nous n'arrivons pas à exporter parce qu'il y a des problèmes
domestiques qui freinent les entreprises, nous n'aurons pas saisi cette opportunité. On doit reconnaître que la crise sanitaire a mis à nu le système de santé de la région. On voit ce qui se passe au Brésil, même le Chili qui avait une très bonne réputation. Et vous avez souligné également le problème qui s'est posé pour l'éducation. Et nous, en Haïti, c'est un double choc puisqu'on a une crise politique qui a eu lieu avant même la crise sanitaire. Donc ça fait près de 2 ans que les jeunes Haïtiens vont de moins en moins à l'école. Et vous savez, ça nous amène à la productivité. Donc la productivité est fondamentale pour la reprise. Donc comment l'Amérique latine et la Caraïbe, on devrait voir ce problème de productivité pour les prochaines années? C'était déjà, comme vous le dites bien, M. Ped, un problème avant la pandémie. Ça faisait plusieurs années que l'Amérique latine, dans son ensemble, avait une croissance très médiocre, très décevante. Quelques pays avaient une croissance plus forte, la République dominicaine, Panama, le Pérou. Mais en moyenne, nous étions sur une trajectoire de faible croissance, de stagnation des indicateurs sociaux, des indicateurs comme la pauvreté. Nous avons eu avant le Covid une année de crise sociale, de mouvement de mécontentement à travers des pays des plus riches aux plus pauvres de la région. Donc nous étions déjà dans une mauvaise situation avant la pandémie. Et la question c'est, bien sûr, maintenant on a la nostalgie de la période avant la pandémie, mais ce n'était pas une période dorée. Il fallait une croissance beaucoup plus forte de la productivité. Et bien sûr, si les enfants ne vont pas à l'école, par exemple, un des piliers de la productivité, qui est la croissance du capital humain, est compromis et mis en jeu. En général, je dirais que ce qui est le plus important dans notre diagnostic pour l'Amérique latine, c'est avoir plus de concurrence. On a des secteurs qui sont toujours dominés par peu de familles, peu d'opérateurs, où l'entrée est difficile, que ce soit par exemple le système bancaire, que ce soit les secteurs industriels, même malgré énormément d'efforts de réforme, énormément de traités commerciaux qui ont été signés, la part des exportations dans notre PIB n'augmente pas de façon significative. D'une certaine façon, à nouveau, cette crise pourrait nous donner quelques opportunités, parce qu'elle favorise des percées technologiques qui peuvent créer de la disruption. Comme je disais, l'informatique, l'utilisation de l'informatique est une de ces disruptions. Elle nous permet de formaliser, elle nous permet de développer des outils financiers nouveaux, d'accroître l'accès à la finance pour des gens qui n'auraient jamais un compte en banque mais peuvent payer avec leur téléphone, même un téléphone de vieille génération. Ça nous permet de vendre des services et des biens à travers l'Internet, en passant par-dessus les douanes et toutes les complications. Donc, la technologie peut être une forme de disruption qui pourrait nous aider à accroître la productivité si nous la saisissons bien. Même chose dans le secteur de l'énergie, où la transition de l'énergie va être si importante pour éviter le réchauffement ou limiter le réchauffement planétaire. Dans des pays où il y a un très mauvais service d'électricité, maintenant il est possible d'avoir une génération distribuée où les ménages, les entreprises ont des panneaux solaires, peuvent acheter et vendre l'électricité au réseau. Si c'est bien organisé, c'est à nouveau une façon, à travers une innovation technologique, de changer l'état des choses et de créer de la concurrence. Si tout à coup vous avez des millions de générateurs d'électricité, ça c'est de la concurrence. Le dernier point, les facteurs que l'on pourrait considérer, c'est la faible couverture de la protection sociale qu'on a pu découvrir dans cette zone. Et lorsqu'on prend un tel choc, les gens ne peuvent pas aller travailler, perdent leurs emplois. Donc ceci met vraiment une situation de pauvreté, d'extrême pauvreté, pour ne pas parler de misère. Donc l'Amérique latine encore se caractérise par cette faible couverture de protection sociale? Ça dépend des pays. Dans certains domaines, on pourrait dire que la protection sociale est universelle, parce que tous les pays d'Amérique latine ont, sur le papier, en principe, couverture médicale universelle, parce qu'on peut aller à l'hôpital public et être soigné gratuitement si on n'a pas une assurance médicale, si on n'est pas couvert par une mutuelle. Mais cette pandémie a montré à quel point ces systèmes étaient faibles. La façon dont la crise a été gérée du côté sanitaire dans beaucoup de pays a été
pas très performante. Dans d'autres domaines, comme les retraites, la couverture est beaucoup plus faible parce qu'elle est liée à l'emploi formel. Le grand risque là, c'est de vouloir élargir la couverture simplement en passant des lois qui disent on élargit la couverture. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye cette couverture. Et si on met le poids sur le secteur formel qui déjà avait énormément de difficultés à tenir la route, si on leur dit, bon, maintenant vous devrez payer en plus des impôts pour que tout le monde ait la protection sociale, on va perdre les emplois formels. Donc, il faut avoir une stratégie pour arriver à la couverture universelle. Il faut savoir où sont les points où l'on peut entrer, quel secteur, de quelle façon. Mais surtout, il faut avoir des systèmes de protection sociale solides. Parce qu'il faut que les gens comprennent que quand ils sont en train de contribuer, c'est vraiment parce qu'ils reçoivent quelque chose en échange. Autrement, ils verront ça comme une taxe et ils seront très mécontents. Donc, avec ces différents éléments, il faudra de grandes réformes structurelles au niveau de la région pour faire face à ce genre de choc, qu'il soit sanitaire ou économique à l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on recommande au gouvernement de la région? C'est une très bonne question. C'est que il faut une volonté politique. Nous avons dans beaucoup de pays dans la région des élections en cette période. Après une année de crise aussi brutale que celle que nous avons eue, résister à la tentation du populisme, des solutions faciles mais qui ne sont pas de vraies solutions, ça va être un défi. Donc un des grands risques, c'est comment mobiliser, comment avoir le soutien de la population pour des réformes qui sont nécessaires, en allant de l'avant, comme je vous disais, le secteur de l'électricité, par exemple. Tout le monde a besoin de l'électricité. C'est une priorité pour que les enfants puissent faire les devoirs, pour que la famille puisse avoir un petit atelier, pour tout. Comment on crée les consensus pour ces réformes en une période de difficulté si extrême. C'est pour ça, à nouveau, que dans ce rapport que nous lançons pour les rencontres de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, nous insistons sur la technologie comme un point d'entrée qui n'a pas tellement besoin de discussion politique. C'est une solution qui est là, elle est puissante, elle entre toute seule, elle crée des situations nouvelles, comme par exemple des moyens de paiement financiers par téléphone mobile qui n'existaient pas avant. Et donc, de ce fait, elle crée un changement positif, espérons-le, que nous avons du mal à obtenir à travers des chemins politiques dans une situation aussi difficile comme celle que nous vivons. Maintenant, quelles sont les perspectives pour 2021 pour la zone? Je sais qu'en général, lors des assemblées annuelles, que ce soit pour le printemps ou encore au général, et est-ce que vous avez des perspectives de reprise au niveau de la région pour l'Amérique latine et la Caraïbe? Oui, dans notre rapport semestriel, celui que nous présentons pour la réunion de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, nous avons des prévisions pour tous les pays pour 2021 et les 2 années qui suivent. En général, pour la plupart des pays de la région, nous espérons une reprise en 2021. Donc, c'est comme si nous pensions à un V, n'est-ce pas, où on a eu une descente très forte et maintenant on a une reprise. Mais 2 choses au sujet de ce V. D'une part, il est plus profond que nous n'avions pensé il y a un an, c'est-à-dire la chute a été plus forte que nous n'avions pensé il y a un an. Deuxième, la reprise, le côté vers le haut du petit V, est moins forte que la chute. Donc, on peut être à plusieurs années de revenir où nous étions. Et comme je le disais auparavant, où nous étions, ce n'était pas glorieux comme point de départ. Qu'est-ce qui va se passer après 2021? C'est encore plus incertain. D'une part, parce que la pandémie, encore, elle dure. Il y a des variants. Dans certains pays, le Brésil, le Pérou, la deuxième vague est pire que la première vague. Même dans des pays où la vaccination a beaucoup progressé, comme le Chili, on n'en est pas encore sorti du tunnel. Donc, il y a énormément d'incertitudes. Mais une des grandes questions, c'est est-ce que, en allant au-delà de 2021, la crise, la pandémie va encore nous plonger davantage, par exemple parce que nous aurons perdu du capital humain, les enfants ne seront pas allés à l'école, parce que nous serons beaucoup plus endettés que nous n'étions auparavant, ou est-ce que ça va être une opportunité parce que nous aurons des disruptions technologiques qui vont pousser des secteurs plus productifs et transformer d'autres secteurs comme la finance, comme l'emploi, comme le commerce. Au passage, c'est une question ouverte.
Nous n'avons pas la réponse, mais à nouveau, il est clair qu'il y aura des situations très différentes à travers le pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Pour Haïti, vous n'avez pas un chiffre de prévision pour la croissance, la reprise pour 2021? Oui, nous avons mis des prévisions. Elles sont dans notre rapport. Si vous voulez, je vous dis les chiffres que nous avons. Si vous m'attendez un instant, que j'arrive au bon tableau. Je sais que la Banque mondiale l'année dernière avait prévu un taux de croissance autour de 1,3 à 1,4% contre 2,4% pour le gouvernement. Donc je ne sais pas si vous avez modifié pour 2021. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour Haïti en quelque sorte? Oui, alors voilà la situation dans le cas d'Haïti, n'est-ce pas? Pour l'année 2020, notre estimation de décroissance du PIB est de 3,4%. C'est une forte décroissance qui vient après une décroissance déjà l'année dernière, mais c'est une plus faible décroissance que dans d'autres pays de la région. Par contre, la reprise 2021, nous voyons encore Haïti essentiellement stagnant, à moins 0,7%, et par la suite, une croissance très faible, 1,5%, 2%, donc à peine de quoi égaliser la croissance démographique. Donc, dans le cas d'Haïti, je dirais, M. Pedre, le problème qui se présente, c'est que c'est un pays qui a des difficultés profondes qui viennent d'avant le Covid. Il n'a pas été frappé aussi fort par le Covid que d'autres pays de la région, mais ces problèmes profonds, ils persistent, ils sont là. Donc vous avez bien dit moins 0,7% pour 2021. Pour 2021, moins 0,7%. Pour terminer, le thème du sommet, c'est le capital humain. Je sais que c'est un concept qui est très cher avec vous à la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'on pourrait, du côté de la Banque mondiale, conseiller à Haïti pour que l'on puisse renforcer le capital humain pour les prochaines années? Je pense que le message est le même que partout pour des pays à ce niveau de développement, n'est-ce pas? Différents niveaux de développement, on a des défis différents, mais la couverture universelle de l'enseignement, les mécanismes qui permettent de s'assurer la présence des instituteurs, la qualité de l'enseignement, l'évaluation des résultats de façon à ce que les familles sachent si les enfants sont en train d'apprendre et puissent faire pression si elles ne sont pas satisfaites des résultats. Tout ça, c'est vraiment les priorités, avec un fort accent sur l'égalité de genre, de sexe, n'est-ce pas? Éduquer les filles, c'est très important pour toute société et ça reste aussi une priorité. Souvent, dans les pays les plus pauvres, les filles abandonnent les études plus tôt, elles vont dans des mariages précoces, dans des grossesses précoces. Tout ça n'est pas bon pour l'avenir. Donc des écoles qui fonctionnent, des instituteurs qui sont tenus responsables pour la performance de leurs étudiants et une surveillance de ce qui est appris régulière qui permet de comparer où sont les bonnes écoles, où sont les mauvaises, qui sont les instituteurs qui donnent des résultats avec ceux qui ne le font pas. C'est parmi les priorités, bien sûr. Merci beaucoup, Martine Rama, pour votre participation à la 11e édition du Sommet international de la finance en Haïti. Merci beaucoup, M. Ped, de m'avoir avec vous. Merci bien. Voilà, chers amis, on poursuit avec le sommet. Beaucoup d'informations. Nous avons été du côté de Washington, D.C. pour recevoir l'économiste en chef de la Banque mondiale qui a fait une bonne lecture pour nous de la zone, les faiblesses, les réformes structurelles nécessaires. On reste en contact puisqu'il va y avoir d'autres panels avec d'autres informations pour l'après-midi. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais pas lâcher pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère.
Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, me renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Après l'éclatant succès de la 10e édition du Sommet international de la finance, réalisé pour la première fois de façon virtuelle et reconnu par le jury de la Tech Awards Gala, vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la 2e journée de la 11e édition du Sommet international de la finance et 6e édition de la FinTech. Hier, on a eu plusieurs discussions, des débats, des présentations, on va dire les unes plus intéressantes que les autres. Et aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de ce sommet, et qui a pour titre, qui a pour thème financer le capital humain en Haïti dans le contexte post-Covid-19, eh bien, et on a pensé qu'il serait un manque extrêmement important, en tout cas s'il n'y a pas une présentation sur le renforcement du capital humain dans la Caraïbe et pourquoi pas entre, par exemple, Haïti et la République dominicaine, étant donné qu'en économie, on le sait bien propre, écoutez, il n'y a pas d'autarcie pratiquement, et les économies sont en relation entre elles, donc il est extrêmement important de faire des analyses en considérant, on va dire, les économies et qui sont géographiquement plus proches ou en termes de population ou en termes de PIB. Donc c'est en tout cas pour répondre à ce besoin que dans le cadre de la planification, il va y avoir une présentation sur le renforcement du capital humain dans la Caraïbe avec l'économiste Joseph Harold Pierre, qui est économiste et en même temps politologue. Il a présenté ses recherches dans des universités comme Oxford et Cambridge. Il a participé comme panéliste dans des forums internationaux en Espagne et dans les pays latino-américains. Il travaille actuellement comme consultant en Amérique latine et dans la Caraïbe pour des gouvernements et des organisations internationales. À part le Royaume-Uni, il a étudié en Espagne et en République dominicaine. Je rappelle que son intervention sera sur le renforcement du capital humain dans la Caraïbe avec un focus sur Haïti et la République dominicaine. L'économiste Joseph Harold Pierre, le floor est à toi. Merci Enomi, bien merci. Je salue tout le monde qui suit en ligne cette présentation. Je tiens à remercier le groupe Croissance, ses partenaires, pour l'invitation à ce grand rendez-vous d'économie et de finances, la 11e édition du Sommet international de la finance. Ma présentation, comme l'a si bien dit mon confrère Enomi, est intitulée « Renforcement du capital humain dans la Caraïbe ». Je verrai 4 pays, Haïti, la Jamaïque, Trinidad et Tobago et la République dominicaine. Et tout d'abord, le capital humain. Je dois dire que le 11e sommet international de la finance, c'est une éducation informelle. Autrement dit, le 11e sommet international de la finance est une participation claire au renforcement du capital humain en Haïti. C'est très, très, très important. Peut-être que
des fois, des activités, les premiers sommets, je ne sais pas, s'ils ont été aussi clairement liés au capital humain, mais celui-ci est réellement une contribution, une participation claire au capital humain haïtien. Mais aussi, drôle de coïncidence, Arthur Lewis, qui est économiste de Sainte-Lucie, prix Nobel d'économie, eh bien, caraïbéen, il est le premier à écrire, à produire des réflexions sur le capital humain dans son texte Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. En français, ce serait développement économique avec provision de main-d'œuvre illimitée. Donc, c'est un économiste caribéen qui fut le premier à introduire le concept de capital humain, ou du moins à théoriser le concept de capital humain, bien que Adam Smith s'y soit référé aussi. Maintenant, il faut dire aussi que le capital humain, c'est un concept dominant de l'économie depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à partir de la moitié de la deuxième moitié du siècle dernier, les services représentent une participation considérable dans le PIB et actuellement, les services qui se fondent tout d'abord sur le capital humain parce que produire, faire les inventions, les innovations, eh bien, c'est le résultat du cerveau humain. Donc, actuellement, les services représentent, par exemple, plus de 2/3 de l'économie américaine, 68%, pour donner un chiffre exact. Voilà ce que j'ai comme introduction, comme motivation pour cette réflexion sur le capital humain, le renforcement du capital humain dans la Caraïbe, spécialement sur Haïti, République dominicaine, la Jamaïque et Trinidad et Tobago. Ma présentation contiendra ces différentes parties, un cadre théorique, une analyse empirique. Et on va voir aussi les conséquences du capital humain, ou du moins l'impact du capital humain dans ces 4 économies. Et enfin, je présenterai mes conclusions. La première partie, comme je l'avais très bien dit, c'est le cadre théorique. Maintenant, le capital humain, par définition, c'est quoi? Eh bien, le capital humain, c'est un ensemble de connaissances. Vous voyez que je souligne dans la première définition le concept de connaissance. C'est un ensemble de connaissances, c'est un ensemble d'habitudes pour que détiennent les travailleurs pour produire de la valeur économique. Mais la deuxième définition me porte davantage, surtout dans le contexte haïtien. C'est la somme des compétences, c'est la somme des habiletés, skills. À la première définition, on a vu knowledge, connaissance. À la deuxième, on voit skills, compétences, habiletés. Et je dois m'éterniser un petit peu sur ce point. Les habiletés, les compétences, c'est fondamental. Je rappelle qu'une étude a été faite sur les pays des pays asiatiques tels que Taïwan, Singapour et d'autres pays en Amérique latine. Ce qu'on avait vu, c'est que il existe un rapport beaucoup plus étroit entre les compétences et le développement économique que les années de scolarité et peut-être même la connaissance. C'est-à-dire, ce dont nous avons besoin, c'est surtout les compétences, les habiletés, au-delà d'une connaissance beaucoup plus, je dirais, théorique et dans le contexte haïtien, je dirais même métaphysique. Maintenant, la dernière définition tient compte de la connexion existante entre l'innovation, entre la connaissance, les habiletés et le développement économique. Je souligne un caractère gras, je mets un caractère gras, le concept d'innovation. On ne saurait parler de capital humain si on n'est pas capable d'innover. Les que ou son capital, c'est qu'on a une capacité pour créer. Et nous prenons ouais que ça fait création, c'est lui-même qui base capital humain. Maintenant, on a vu en partie le concept de capital humain. Et là, je vais seulement mettre en exergue et
c'est approche ça OECD fait depuis l'année 1999. Le capital humain contribue, entre autres choses, au développement économique, à la participation politique, au développement culturel et institutionnel, à la cohésion sociale et dans le contexte haïtien actuel, à la réduction des crimes. Donc, mais ça capital humain en fait. Les gens qui ont formation, les gens qui ont compétences, les gens qui ont travail, mais ça le fait. Ils développent l'économie, ils permettent les gens de participer activement dans la politique, en participation claire, moderne, li aider dans le renforcement institutionnel, li aider à la cohésion sociale. Cohésion sociale, en bon créole, il dit que moun yo facile pour entendre yo, pas de conflit dans la société. Et puis, m'ba besoin parler de ça, li réduit crime, les que ou gagner capital humain dans le contexte Haïti. Maintenant, deux caractéristiques fondamentales capital humain, c'est que pratiquement tout l'autre capital yo dépend de lui. Tout l'autre capital yo dépend de lui. Et tout, li gen yon connaissance, li gen croissance cumulative. Alors, pour mon cap li anglais, it is, c'est pas it is, its growth is cumulative. It's, donc, gen yon il a qui pas là. Voilà. Donc, ça veut dire, croissance cumulative là. Ça veut dire que, yon génération qui gagne au niveau de capital humain, eh bien, production li pral aider nouvelle génération gagner un capital humain beaucoup plus élevé. Et mais c'est ça qui baille croissance économique là, parce que chaque jour plus, génération gagne un capital humain beaucoup plus élevé. Maintenant, capital humain, yo distribué en 3 catégories. Et nous avons souligné une, knowledge capital. Gagner ça nous a capable les capital de connaissance et de compétences, capital social, capital émotionnel. Alors, monde qui lit les différentes connaissances ou intelligence de Howard, là ouais ça m'a dit là très bien, même souligner capital de connaissances et de compétences en caractère gras, parce que dans le contexte pays d'Haïti, c'est surtout ça nous besoin. Depuis moun li gon niveau de compétence et de connaissance, la travail, li joine travail, eh bien, capital social la pral vini automatiquement. Et capital émotionnel là tout quelque part, parce que yon moun qui pas travail, yon moun qui pas ka manger, yon moun qui gen problème et qui pas gen capacité pour joindre travail, ou pas besoin de dire pour gen intelligence émotionnelle, la fâché, la sous bataille, li en démon raison simple parce que minimum et le minimum vivre il pas gagner. C'est ça que fait me dit pour qu'on y a là tout accent c'est pour mettre le sous capital de connaissances et de compétences. Tout d'abord, l'indice de capital humain, qu'est-ce qu'on voit? En Haïti, on voit 0.45, 0.44, 0.45. C'est-à-dire, c'est 2017 à 2020. Pendant cette période de 4 ans, 2017-2020, eh bien, Haïti, ça veut dire en bon créole. Haïtien, li utiliser en fonction de santé, investissement dans santé et éducation, seulement 45% potentiel. Li pas même atteindre moitié dans potentiel. Li utiliser seulement 45%. En République dominicaine, il arrive dans moitié à 50%. Jamaïque, il arrive dans 54%. Trinidad et Tobago, 60%. Ça qui est important pour nous, nous devons dire, la différence là pas grand. Eh bien, c'est différence ça qui gagne entre Haïti avec République dominicaine, qui fait que, ouais, Dominicains ont un PIB de $8,000 américains, Haïti a un PIB de $800 américains. C'est différence ça qui fait Jamaïque a un PIB de 6,000 et Haïti a un PIB de 8,000. C'est différent ça que fait Trinidad, un pays développé avec un PIB qui dépasse $15,000 américains et Haïti a un PIB de 800. Donc cela veut dire que pas ouais différence 45% avec 60%, c'est pour nous qui impact ça qu'a gagné. Je me rappeler une étude qui était faite dans l'année 2000, yo ouais que 1% l'ont augmenté dépenses dans l'éducation de 1%, eh bien dans 20 ans, il y a une possibilité pour lui doubler PIB per capita. Donc c'est important pour nous ouais qui ça veut dire importance les nous investis dans l'éducation avec la santé. Nous ouais qui différence qui gagne entre pays ça yo et qui résultat le bail en termes de PIB per capita monsieur de là.
Maintenant, qui indicateur, nous prenons 4 indicateurs fondamentaux qui déterminent l'indice per capita. Et ça qui est important pour moi, pour nous, ça, nous prenons qui ça qui fait Haïti côté lié là, et qui ça qui fait République Dominicaine côté lié là, Jamaïque côté lié là, et Trinidad et Tobago côté lié là. Et ça, c'est toute une découverte, non seulement pour nous-mêmes qui suivent, mais même pour moi-même tout. Parce que moi, dis nous, indice capital humain, son bagage qui, un bac mondial venu avec lui en 2018, c'est la première présentation m'a fait sous lui, et c'était toute une découverte. En nous, nombre d'années où Haïtiens passaient l'école, ou bien la valeur espérée. Nous, en 2017, pour Haïti, République Dominicaine, Jamaïque, Trinidad et Tobago, c'est presque 11 années. Que moi, fait 11 ans, l'école, Trinidadien fait 12 ans, Dominicain en fait 11 ans, Jamaïcain en fait 12 ans, pas de grande différence. 2018-2020, nous, c'est même bagaille là. Donc, c'est pas une valeur année nous passer sous ban l'école qui peut faire différence entre 4 pays ça yo. Ah, nous li clair oui. C'est pas valeur année nous passer l'école là qui fait différence là. On nous qu'on y a la résultat haïtien, dominicain, jamaïcain, trinidadien bail dans test yo passé en fonction de formation recevoir et en fonction de investissement yo fait dans santé avec éducation. Eh bien, on haïtien en moyenne, notre lit, c'est 340. Un dominicain, notre lit, c'est, on nous dit, 348 en moyenne. Un jamaïcain, notre lit, c'est 387. Un trinidadien, notre lit, c'est 458. En nous, arrondi, pour trinidadien, c'est 460. Pour jamaïcain, c'est 390. Pour dominicain, c'est 350. Pour haïtien, c'est on nous dit 340. Alors, qui s'est passé? Si Trinidad, gen PIB per capita, eh bien, ça me braque l'autre indicateur. On va me tourner sous résultat éducation. On nous a l'autre indicateur. Probabilité pour un petit monde li survivre après 5 ans. Ah, Haïti, Trinidad, République Dominicaine, nous, c'est presque même valeur. Bon, Haïti li en bas avec 93%, mais tous les 3 autres pays, c'est entre 97 à 99%, donc pas tellement de grande différence. Pour nous, tout, espérance de vie, moun yo le gen 15-60 ans, probabilité pour pourcentage moun qui survivent entre 15-60 ans dans le pays ça yo, nous Haïti li dans 75% yo, République Dominicaine 84%, Jamaïque 87, 86, Trinidad 85. Donc si Trinidad gen PIB per capita ça et développement ça, les nous garder 4 indicateurs ça yo, réponse en lichita dans qualité l'école nous gagnent. Alors faut que nous clair. Ça qui fait différence entre Trinidad, Jamaïque, Haïti et République Dominicaine, c'est qualité l'école nous gagnent. C'est pas quantité année l'école nous aller parce que nous gagnons même quantité année avec yo. Et ligue pour tout avec investissement dans la santé. C'est ça que fait nous Haïti li un petit peu en bas l'autre pays ça yo dans ça qui gagne pour avec ti moun qui survivent 5 ans. Moi je voulais rappeler que investissement ou fait on ti moun qui gagne moins que 5 ans, li déterminer le résultat pral bay l'école. Et ça, il y a une étude qui fait en Amérique latine, il y a une étude classique qui fait en Amérique latine, dans le pays Guatemala, sous ça, que je travaille avec document ça. Donc, je rappelle que ça qui fait différence là, c'est la qualité de l'école nous gagne Haïti. Maintenant, l'autre bagaille moi je voulais souligner, c'est nous capables de corrélation qui gagne entre une équipe indicateur avec capital humain. Eh bien, nous, tout ça qui investit dans l'éducation avec l'école, pardonnez, éducation avec santé, ça le baou, li baou un impact positif. Et tout temps, un exemple bien simple, et PIB per capita, li a un impact positif. Mais tout ça qui pas bon investissement, ça, elle a un impact négatif. Qu'on y est là, un bagage qui est important pour moi dire, c'est innovation. Au début, je mettais accent sur l'innovation. Nous avons une équipe indicateur là, ça qui est plus important, ça qui a plus gros impact négatif sous PIB per capita, c'est la difficulté pour joindre
compétences pour rejoindre de nouvelles compétences. C'est pas parce que c'est lui-même qui gagne un impact qui plus grand avec les ou gagne des chefs ou métiers qui pas compétents, eh bien c'est lui-même qui gagne plus gros impact négatif sur capacité pour pays innover. Et maintenant, si nous dépenses, nous prenons pour qui ça Haïti, Jean Lia et l'autre pays ça Jean Lia. En nous République Dominicaine, dans l'année 90, il a gagné une dépense sociale dans l'éducation santé avec protection sociale de 120 dollars américains pour chaque Dominicain. Jamaïque a gagné 227. Dominicain a gagné pratiquement 80% de ça. Jamaïque gagne. Mais nous, Dominicain a décidé tellement rapide. Dans l'année 2014, ils ont rencontré avec la Jamaïque, côté a dépensé environ 475 dollars américains pour sous-tête chaque monde dans l'éducation, spécialement dans l'éducation santé avec protection sociale. Et nous, dans l'année qu'on est là, Dominicain dépassé Jamaïque de 100 dollars américains. Donc, nous avons parlé actuellement du miracle dominicain. Et ça, sont données fondamentales. Mais, sinon, Haïti, nous sommes capables de Haïti rester exactement dans le même niveau, d'ailleurs, pas les mêmes données disponibles. Dépense Haïti de 2012-2014, il sorti dans 31 dollars, il arrive dans 38 dollars. Mes amis, faut nous jeunes et me dit nous impact ça gagne, crime, et désintégration sociale, etc. Nous dépensons 38 dollars pour sous-tête chaque monde, alors que Jamaïcain avec Dominicain a dépensé presque 500 et qu'on y est là, il a dépensé 500-600. Je ne vais pas mettre Trinidad là-dedans parce que son pays développé, Trinidad lui-même l'a dépensé environ 2500 dollars, 2400 dollars américains dans éducation, santé avec protection sociale, population l'IA. Donc, nous sommes capables de comprendre qui ça fait pays ça au bas résultat, c'est parce que l'argent li allé dans le capital humain. Maintenant, il y a quelques petites données pour nous capables de là qui est important. Dépenses Haïti dans le capital social, li représente seulement 6% dans dépenses Jamaïque, 8% dans dépenses République Dominicaine et 1% dans dépenses Trinidad. Et République Dominicaine avec Jamaïque, ils ont représenté 27% et 23% de dépenses Trinidad. Donc, ils ont un pile effort pour faire pour rejoindre Trinidad. Dépenses République Dominicaine dans culture avec récréation, ils doublent dépenses Haïti dans santé. Dépenses République Dominicaine dans logement, ils dépassent dépenses Haïti dans éducation 13%. L'argent l'État dominicain a dépensé pour construire caille, pour faire logement pour moun. Li dépenses Haïti dans l'éducation de 13%. Dépenses la Jamaïque dans la protection sociale, dépasse dépenses Haïti dans l'éducation. Pardon, dépenses la Jamaïque dans l'environnement, dépasse dépenses Haïti dans l'éducation. Or, pas gain capital social, c'est l'éducation avec santé. Et à la fin, ça nous gagne qu'on y a là qui est important. En nous des PIB par capita. Ça, c'est PIB per capita. Excusez, ça c'est pas PIB per capita, c'est dépenses, pourcentage de dépenses dans PIB. Mais qui ça nous est là? Nous t'ai dit Haïti pas de niveau, pour il pas de l'argent, pas riche même chaque pays ça pour le dépenser, mais relativement il t'ai dépenser même valeur, am 100 dollars et même dépenser 4 dollars là-dedans. Yo l'autre gen 1000, il dépenser 400. Et mais nous tout PIB per capita Haïti il très en dessous de l'autre pays. Donc ça veut dire que c'est pas que nous pas gagné. C'est que nous pas éducation avec santé comme priorité. C'est ça qui fait nous dans niveau nous y est là. C'est très important pour nous la différence là. Yo gen doit dépenser plus passer non en termes absolus, mais relativement des cas dépenser même avec et même plus. Mais même laisse ça encore nous dépenser moins que yo. Qui ça veut dire nous pas éducation avec santé, avec protection sociale comme priorité. Et c'est là nous y est. Ça c'est PIB et c'est pourcentage dépenses dans PIB. Qui conséquence ça ban nous? Conséquence là, mais yo, songez bien ça me dit ça OECD te dit. Capital humain, il contribue à développement économique, participation politique, développement culturel, cohésion sociale et réduction crime. Eh bien, là nous pas investi là-dedans, absence capital, formation capital humain en Haïti, ça le bao. Libo, augmentation de la pauvreté, libo, c'est un terrain fertile à l'autoritarisme, liba ou crise de valeur,
li ba ou désintégration sociale et le bon augmentation crime. Pas chercher l'autre côté qui ça fait nous gain crime dans pays a, et mais li clair là, li démontrer que c'est parce que nous pas investi dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale. Li clair. Donc les nous besoin résoudre problème yo, problème ça c'est problème, solution c'est à long terme, c'est pour nous commencer à investir dans l'éducation avec santé. Maintenant, je vais là rapidement dans ça les conclusions moi. Ça pour nous retenir dans ça, c'est peut-être deux idées. Première idée c'est que Jamaïque, République Dominicaine et Trinidad, yo bay résultat pas vraiment parce que yo dépensé plus passé en termes absolus, mais c'est parce que ils font choix. Parce que en termes relatifs, ils ont dépensé plus passé nous parce que la Jamaïque, Trinidad, République Dominicaine, les a dépensé 15, 20, 30% dans PIB dans PIB et capital humain. En Haïti, nous dépensons moins que 5%. Donc, priorité nous pas moun dans le pays. Priorité nous pas moun, priorité nous pas éducation, priorité nous pas santé, priorité nous pas protection sociale. C'est le premier bagage pour nous connaître. Deuxième découverte, c'est ça le miracle dominicain. Alors que dans les années 90, République dominicaine était représentée seulement dépenses dominicaines étaient seulement 80% dans dépenses à Jamaïque. Eh bien, qu'on y a là dans l'année 2020, République dominicaine dépassait la Jamaïque de 20%. Donc ça nous capable de miracle dominicain. Si la République dominicaine Jean lié là nous on a bien investi. Faut que nous connaissons qui ça fait ça, c'est parce que y a un capital humain là caillou, yo investi dans l'éducation, dans la santé avec la protection sociale. Faut qu'on dit nous tout. Les dominicains ou à l'école yo pas trop bon, qui ça yo fait? Tout le monde qui est là, scientifique, qui publie un article dans une revue scientifique qui a un impact facteur, dominicain yo ba ou $3,000 américains pour faire un seul cours dans l'université. Alors, mes choix dominicains ont fait pour renforcer le capital humain, eh bien, pour être capable de pays développés, Jean Rovle là, et leader Amérique latine. L'autre bagage, moi, je l'ai dit, République dominicaine, nous toujours comme modèle, c'est un modèle, bien sûr, à suivre. Je parle du miracle dominicain, mais nous sommes capables de là tout. Nous capables, on peut se tourner aussi vers, on peut tourner notre regard vers d'autres pays de la Caraïbe, dont la Jamaïque et le Trinidad que j'ai présenté. Maintenant, ma conclusion, c'est que, comme je l'ai toujours dit, il existe une absence d'élite en Haïti. Les élites répondent à 3 caractéristiques. C'est une conscience de groupe, c'est une capacité d'influence, c'est aussi un complot positif. Et ces 3 conditions font défaut en Haïti. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas d'élite. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens compétents. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de grands entrepreneurs dans le secteur privé. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens bien intentionnés dans le secteur politique. Mais comme groupe, ils ne répondent pas à ces caractéristiques. Donc, nous avons besoin d'une élite intellectuelle qui peut orienter la population pour qu'on ait importance de l'école, mais surtout compétences, pas tellement information théorique et de culture générale, mais c'est surtout question pratique. Ça nous les systèmes qu'on y est là, sciences, mathématiques, informatique, genre de bagages. Orientation politique, il faut que nous ayons un parti politique solide qui peut faire que nous comprenions les choses, nous pas 15 000. Économique, pas un pays qui a développé sous la terre bénie ce secteur privé. Le secteur privé a un rôle pour jouer dans ça. Mais dans le contexte pays d'Haïti, il faut que nous toujours commencer par tout d'abord la formation de partis politiques solides. Je ne vais pas entrer dans la théorie qui fait moi dire ça, c'est tout notre développement dans la science politique. Alors, c'est là moi campé, nous j'en sommes là parce que pas d'investissement dans le capital humain. Et l'autre pays, au Trinidad, Jamaïque et Tobago, j'en ai parce qu'on investit. Qui ça fait ça? Parce que nous n'avons pas fait choix moun. L'on fait choix moun, nous avons bon résultat et ça passe par émergence d'élite dans le pays. Merci. Alors, merci beaucoup, économiste et Pierre. Et on est dans les confins du temps. D'ailleurs, on dit que le temps fini, mais on a essayé de poser quand même une seule grande question, d'après ça souhaité par rapport au problème temps. Et nous comprenons à travers une présentation très instructive que, écoutez, il y a un problème d'investissement dans l'éducation en Haïti. Et si vous regardez à travers le temps, vous regardez comment l'économie et progresser ou bien pas progresser par rapport à l'investissement fait dans l'éducation. Or, en Haïti, pratiquement tout pays sous-développé, dans les années 90, il y a des efforts considérables en matière d'investissement dans l'éducation qui fait, notamment sous auspice et Banque mondiale qui, lorsque vous avez fait constater les rendements privés de l'éducation,
t'es fait pays pauvre, en tout cas investir en pile dans l'éducation, notamment dans l'éducation primaire. Donc, et investissement ça qui fait dans le pays, notamment dans les années 90, donc vous voulez faire comprendre, vous voulez dire que pas suffisamment de résultats ou il y a un autre problème qui se pose par rapport à ça? Parce que ça, c'est Paper 2017 qui fait sous pays les tigres asiatiques et pays Amérique latine. Yo. Investissement qu'a fait, mais ça qui est important, c'est la qualité de l'éducation. Et c'est ça nous sommes là. C'est qui résultat ça bail? Ou capable d'investir, mais est-ce que c'est une éducation de qualité? Problème n'est capable de poser au niveau de gouvernance. Laisse ça, nous parlons de question corruption, nous parlons de question de compétences, mais le problème n'est capable de poser dans l'autre niveau tout. Est-ce que curriculum yo adapté à ça nos besoins journée aujourd'hui là? Et ça c'est un problème régional par exemple. En Amérique latine, presque 40% d'entreprises sous 13 pays, presque 40% yo une étude qui fait avec 2000 firmes, 2000 compagnies, environ 40% des difficultés pour joindre des gens qui sont compétents pour faire travail là. Ils ont un diplôme, mais est-ce qu'ils ont une compétence? Donc c'est là le problème, c'est ça que fait moi dit. En Haïti, nous avons besoin d'éducation de qualité et me dit que j'étais sous STEM, sous question mathématique, sous question informatique. C'est là pour nous passer, pour nous joindre développement et croissance économique dans le pays d'Haïti. C'est ce type de capital humain, ça nous avons besoin, compétences, skills. Merci beaucoup, économiste Pierre, et son plaisir que nous t'ayons parlé. Merci, Enomi.